Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, coup d'État manqué à Kinshasa, le gouvernement de la République condamne et rassure l'opinion nationale des mesures prises pour renforcer la sécurité. Et au Nord Kivu, les services de sécurité ont mis la main sur un réseau de kidnappeurs d'enfants. Ils ont été présentés ce lundi au maire de la ville de Goma. Plus loin de la RDC, le président iranien a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère de son convoi. Ebrahim Raïs était en compagnie du ministre des Affaires étrangères. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. L'actualité reste dominée par la tentative de coup d'État déjouée. Le gouvernement de la République qui condamne l'attaque du Palais de la Nation rassure par ailleurs l'opinion nationale des mesures prises pour renforcer la sécurité. Il appelle également la population à la vigilance pour dénoncer tout mouvement suspect des ennemis ainsi que leurs complices. Après la tentative d'un coup d'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo a publié un communiqué officiel, condamnant fermement ce qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation des institutions du pays. Selon le communiqué, aux petites heures de ce dimanche, un groupe d'assaillants dirigé par Christian Malanga et comprenant plusieurs nationalités a attaqué le palais de la Nation, le siège du bureau du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Peu avant, ces mêmes assaillants avaient pris pour cible la résidence du député national Vital Kamerhe située à proximité. Deux de nos vaillants policiers commis à la garde de ce dernier sont tombés sous les coups, déplore le communiqué. Le gouvernement a salué la promptitude et l'efficacité de la réaction de ses forces de défense et de sécurité qui ont réussi à déjouer ce qu'il décrit comme une aventure hasardeuse et à mettre en déroute les assaillants. En attendant les résultats de ces enquêtes en cours, le gouvernement a tenu à rassurer l'opinion nationale sur les mesures prises pour renforcer la sécurité des institutions, des officiels et celles de la ville de Kinshasa. Le communiqué appelle également la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect des ennemis de la paix ainsi que les complices. Le gouvernement réitère sa détermination à lutter sans relâche pour la sécurité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans la même veine, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a aussi condamné cet acte ignoble, invite le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute tentative de coup d'État. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso-Kodia, a ignoré son collègue du présidium de l'Union sacrée, les députés Vital Kamerhe, première cible de l'assaut de ce dimanche. Il s'est recoquillé dans les hommages au président de la République Félix Tshisekedi comme si de rien n'était. Et puis la Fédération de l'Union sacrée pour la Nation au Lualaba, que dirige le secrétaire interfédéral Christian Massoudi, était en réunion urgente ce lundi après l'attaque de la résidence du député national Vital Kamerhe. Il ressort de cette réunion que l'UNC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble qui visait l'élimination physique de son autorité morale. Déclarons ce qui suit. Condamnons avec la dernière énergie cet acte ignoble et antidémocratique prémédité ayant visé l'élimination physique de notre président Vital Kamerhe avec tous les membres de sa famille. Exprimons notre vif soutien à notre président national Vital Kamerhe et demandons la tenue en procédure de flagrance d'un procès public afin d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Demandons aux autorités compétentes de diligenter des enquêtes objectives devant conduire à l'identification des commanditaires pour leur traduction en justice. Exprimons notre indéfectible soutien au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État,
et à toutes les institutions de la République et demandons par ailleurs que l'installation des bureaux définitifs du Parlement et Sénat soit considérée comme une priorité devant conduire à la mise en place empressée du gouvernement tant attendu par tous les compatriotes. Mettons en garde et interpellons la conscience de tout compatriote, traître à la solde des ennemis de la République démocratique du Congo. Félicitons les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, ainsi que les services de sécurité pour la promptitude avec laquelle ils sont intervenus pour neutraliser les assaillants qui ont tenté de déstabiliser les institutions de la République au palais de la Nation. Quelques semaines après l'attaque du camp des déplacés internes de Mugunga au Nord Kivu par les M23 qui a causé la mort de 35 personnes, l'AS Belbanakin a organisé une marche pour dire non à ces actes ignobles et invite la communauté internationale à des sanctions contre les auteurs. 2 milliers des Kinois ont pris part à la marche de protestation contre les actes de barbarie qui causent désolation, souffrance et pertes en vies humaines parmi les populations civiles depuis des décennies dans l'est de la République démocratique du Congo. Des Kinois rassemblés par Banakin ont exigé des sanctions de la communauté internationale contre les auteurs de l'instabilité dans la partie orientale du pays. Pourquoi la communauté internationale? Pourquoi les Nations Unies? Parce que nous savons que les Nations Unies peuvent user de sa position pour demander au Rwanda, notamment les sanctions économiques, de se retirer de notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau de l'Ukraine. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Au niveau de l'Ukraine, on a imposé des sanctions contre la Russie, les Nations Unies. À notre niveau aussi, on peut imposer, sanctionner le Rwanda. Avec des tissus blancs autour de la tête, ces marcheurs ont démontré leur indignation face aux conséquences dévastatrices de la guerre de l'Est. Dénonçons fermement et avec la dernière énergie cette énième agression qui a non seulement de trop, mais surtout intolérable et inacceptable à tout point de vue, d'autant plus qu'elle viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'était aussi l'occasion pour exprimer leur soutien au FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au président de la République, Félix Tshisekedi. Mobilisons-nous encore une fois, levons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État, derrière le commandant suprême, pour buter l'ennemi dehors. Pour clore la marche, les Kinoises et Kinois ont déposé leur mémorandum au siège de la MONUSCO. Et au Nord Kivu, les services de sécurité ont mis la main sur un réseau de kidnappeurs d'enfants. Ils ont été présentés ce lundi au maire de la ville de Goma qui a annoncé des audiences en flagrance à l'encontre de ces présumés criminels afin de décourager cette pratique devenue récurrente. C'est avec détermination que le maire policier de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamal Faustin, a remis la petite Nema Swahibou, âgée de 9 ans, entre les mains de ses parents, en présence de ses collègues de classe, des responsables de son école et des représentants de la justice. L'autorité urbaine insiste sur des sanctions exemplaires qui doivent être infligées à ces présumés criminels. Les kidnappeurs sont là. Je mets cette bande à votre disposition. Que la force reste à la loi. Vous ne nous avez jamais trahis, vous nous avez jamais trahis, mais la population réclame une audience publique. C'est un épris de justice et à démobiliser, il a été dans plusieurs groupes armés, mais vous allez faire un très bon travail. Merci beaucoup. Au nom de la population de Goma, nous comptons sur vous. Pour Paluku Kitambala Pascal, procureur de la République près le parquet des grandes instances de Goma, la justice sera sans doute dite afin de décourager cette pratique. Disons que la justice sera rendue parce qu'il y a déjà une exagération de la part de ces bandits
criminels. Mais nous vous rassurons et nous rassurons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous allons faire notre travail. Rappelons que les autorités urbaines de Goma restent déterminées à mettre fin à la criminalité sous toutes ses formes, dont les enlèvements d'enfants. Pour y arriver, ils sollicitent la collaboration de la population. D'une province à une autre, au Tanganyika, la situation humanitaire liée à la montée des eaux reste alarmante. Pour venir en aide, l'ASBEL Les Boucliers a assisté les sinistrés des inondations qui frappent la ville de Kalemi. Ces derniers mois, plus de 5000 familles ont bénéficié des vivres et non-vivres. Regardez. Après plusieurs jours de tristesse et de misère causés par la montée des eaux du lac Tanganyika qui a tout ravagé sur son passage, laissant plusieurs familles sans abri et dépourvues de leurs biens de valeur, ces familles ont vu venir l'aide de la part de l'ONG Le Bouclier, présidé par Jean-David Ngazi. Mais nous venons soulager, nous venons aider ces peuples, nous avons agi urgemment pour essayer d'apporter un petit soulagement. C'est ce qui explique ma présence aujourd'hui à Kalemi et également de toute l'équipe, de toute la famille de l'ONG Le Bouclier. Dans la ville de Kalemi, précisément dans le site de Kiomba Mateo et celui de Katanika, plus de 5000 familles ont été servies en sacs de farine, sel, sucre et bidons d'huile et d'autres produits alimentaires. Bonnes impressions par rapport à cette activité parce que ce n'est pas seulement le site de Katanika là où nous sommes. Ça a commencé par le site de Mateo, le site de Katanika aujourd'hui. Je remercie d'abord le chef de l'État pour les soucis qu'il anime sur le bien-être de la population congolaise, en particulier pour la ville de Kalemi aujourd'hui. Et aussi l'ONG Les Boucliers qui a songé à soulager tant soit peu la misère. N'est pas fini, Le Bouclier a mis aussi à la disposition de ses sinistrés une quantité importante de produits pharmaceutiques et un groupe de professionnels de santé, tout frais payés par l'ASBEL. Cette étape de Kalemi, l'ONG Les Boucliers se prépare pour d'autres actions humanitaires dans d'autres provinces en suivant son cahier des charges élaboré depuis le début de l'année 2024. Et puis l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Kibassa a organisé une journée porte ouverte le week-end dernier à son siège national dans la commune de Limete, conduite par la secrétaire générale du parti, Hermione Bolumbe, a fait un rappel historique du parti et les enjeux politiques de l'heure. L'activité a été sanctionnée par des adhésions massives des membres d'honneur, cadres et militants. C'est une foule indescriptible qui l'a accueilli à son arrivée au siège du parti à l'occasion de la journée porte ouverte organisée vendredi à Kinshasa. De la biographie de Frédéric Kibassa Maliba, fondateur du parti, et celle de son fils Augustin Kibassa, actuellement autorité morale, en passant par des témoignages des proches et des membres des familles, jusqu'aux explications de l'idéologie et des emblèmes du parti, pour chuter sur la présentation du programme 100 jours, rien n'a été oublié par Hermione Bolumbe. Non seulement parti Nabiso, mais aussi notre pays. Faire de l'UDPS Kibassa l'un des partis incontournables sur la scène politique de la RDC, un rêve de la secrétaire générale Hermione Bolumbe qui soutient Alain Kyungu, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives. Nous voulons être une force incontournable. Nous le sommes déjà, mais en fait nous sommes en train de travailler avec la base pour que la force que nous avons au niveau de la base puisse se matérialiser pour que nous ayons vraiment cette balance de pouvoir que nous avons toujours cherché. Pour sa part, Hermione Bolumbe, élu des Monts-en-Bas, promet une itinérance dans les provinces afin de redynamiser le parti sur tous les territoires congolais. Vous avez vu qu'il y a eu des adhésions massives. On va faire les tours des provinces pour essayer de renforcer nos fédérations. Et ce qui est plus important, on va insister sur l'école de notre parti. Il faudrait transmettre les valeurs de notre papa Frédéric Kibassa, de façon à ce que tout celui ou celle qui adhère à notre parti aura une idée sur ce qui est notre parti, aura une idée sur notre idéologie. Clou de la journée, les adhésions massives des membres d'honneur qui ont tout de suite reçu leur carte biométrique, mais aussi la remise des cartons de poissons salés afin de booster les commerces des femmes de la Fédération de la FUNA.
Et selon un contrôle de l'exécution des lois des finances de la Cour des comptes, la part des recettes provenant du secteur de la justice dans les revenus encadrés par la DGRAD est dérisoire. C'est le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, qui l'a déclaré face à la presse. Dans sa mission de s'assurer de la mobilisation optimale des recettes judiciaires, la Cour des comptes, à travers son premier président, Jimmy Munganga Ngwaka, a déploré la faible mobilisation des recettes judiciaires. C'était à l'occasion de la publication de résultats du rapport d'audit sur les recettes judiciaires qu'elle a lancé depuis l'année dernière. Le secteur de la justice figure parmi les gros pourvoyeurs de recettes budgétaires. Le contrôle par la Cour des comptes de l'exécution de lois de finances a révélé que la part des recettes provenant du secteur de la justice dans les revenus encadrés par la DGRAD est dérisoire. La part des recettes judiciaires par rapport aux recettes hors pétroliers, producteurs, encadrés par la DGRAD, n'ont été que de 3,88% en 2019, 3,59% en 2020, 1,76% en 2021 et de 1,58% en 2002. La faible mobilisation des recettes judiciaires ne pouvait qu'interpeller la Cour des comptes, dont la mission en matière de recettes publiques consiste à s'assurer de leur mobilisation optimale. L'audit a concerné 43 entités, notamment les cours et tribunaux, les parquets, la police, ainsi que certains services d'assiette relevant du ministère de la Justice. La Cour des comptes veut donc relever les niveaux du secteur de la justice en faisant de lui un gros pourvoyeur des recettes budgétaires, comme ça se passe sous d'autres cieux. Afin de lutter contre les effets néfastes sur l'environnement et la population, le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants organise du 20 au 22 mai un atelier sur la vulgarisation et la sensibilisation autour des mesures de protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Au-delà des coopératives minières, cet atelier vise à sensibiliser les entreprises pétrolières, brassicoles et pharmaceutiques. Cet atelier est organisé par le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, CNPRI en sigle, dont le but est de vulgariser et sensibiliser la population sur des mesures de protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Les CNPRI ciblent particulièrement toutes les entreprises utilisatrices des matières radioactives, des appareils générateurs des rayons X, ainsi que les coopératives minières, pétrolières, brassicoles, pharmaceutiques, cosmétiques et des cimenteries. Lors de son allocution, le professeur Nyamota Kabanda, président du CNPRI, précise les biens fondés de cet atelier. Voilà pourquoi nous avons voulu réunir le plus grand nombre des responsables de radioprotection, des entreprises partenaires en vue de discuter autour des défis et enjeux de l'optimisation des mesures de radioprotection et d'examiner les meilleures options de collaboration entre les CNPRI et ses partenaires. Présent sur les lieux, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, révèle l'impact qu'ont les rayonnements ionisants sur l'environnement et les individus. Les rayonnements ionisants sont un problème majeur dans la santé publique, dans la santé des animaux, dans la santé des plantes, au sens positif tout comme au sens négatif. Il faudrait que les exploitants miniers puissent comprendre qu'au-delà de l'aspect purement économique de leurs activités, il y a ces autres aspects. Cet atelier visant à protéger l'environnement et tout ce qui s'y trouve se tient durant 3 jours, soit du 20 au 22 mai 2024, sous la supervision du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Parlons religion à présent. Le ministère chrétien du combat spirituel vient d'organiser 50 jours de prières. Ces moments de jeûne et prières intenses avaient pour thème le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient tous ensemble sur le même lieu. Un culte dit spécial Pentecôte a été organisé dimanche au siège de l'église à Limété. Retour sur cet événement avec le berger sentinelle Alain Gabriel Olangui. C'est un culte spécial dénommé Pentecôte qui marque la fin des 50 jours de prières et de jeûnes organisés au ministère chrétien du combat spirituel dirigé actuellement par les bergers sentinelles Alain Gabriel Olangui pour célébrer le Saint-Esprit en vue de s'attirer l'esprit de l'unité qu'avaient les disciples de Jésus-Christ. Une manifestation qui tombe au moment où le pays est secoué par une guerre nous imposée par le Rwanda. L'homme qui préside aux destinées de cette église a eu une pensée pieuse aux compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes des atrocités. Il n'avait qu'une seule phrase dans sa bouche pour ces Congolais de l'Est, que le Saint-Esprit, lui qui est le consolateur, console leur cœur. Le Saint-Esprit est celui qui console tous les cœurs des Congolais. Que le Saint-Esprit donne la paix à tous les Congolais. Que le Saint-Esprit, en ce jour de Pentecôte, donne l'assurance et fortifie tous les Congolais, car à la croisée de chemin, c'est le Saint-Esprit qui nous sortira de cette croisée de chemin, parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui nous mène à la vie et à la vérité, et c'est Jésus qui nous mènera dans le chemin de la gloire dont a besoin la RDC qui longtemps a perdu sa gloire. L'église étant au milieu du village, le ministère chrétien du combat spirituel se veut donc engagé dans la poursuite de la mission du Christ, celle de veiller sur les âmes des dieux afin qu'elles soient en bonne santé. En dehors de nos frontières, le président iranien est décédé dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest du pays. Ebrahim Raïssi était en compagnie du ministre des Affaires étrangères et du principal imam de la région. Téhéran annonce 5 jours de deuil national. Aucun survivant dans un accident d'un hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi et sa suite. Dans ce crash au nord-est de l'Iran, le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian était du groupe. Dans un épais brouillard, avec une visibilité réduite à quelques mètres seulement, le Croissant Rouge et plusieurs équipes de secours avaient lancé des recherches pour retrouver les corps. Le message de la mort du président tombe ce matin, confirmant la mort du dénommé ultra-conservateur. Plusieurs de ses partisans ont prié pour sa sécurité. Malheureusement, l'homme s'est éteint. Ainsi, le Téhéran observe 5 jours de deuil national en la mémoire du président. En marge de ceci, plusieurs messages de condoléances pleuvent de 4 coins du monde. Selon la révolution islamique de 1979, la constitution iranienne prévoit qu'en cas de décès, de révocation, de démission, d'absence ou de maladie de plus de 2 mois du président de la République, le premier vice-président de la République, sous réserve de l'accord du guide, prend en charge les pouvoirs et les responsabilités du président. Depuis 2021, le vice-président iranien est Mohamed Mokber, ancien dirigeant de la banque iranienne, sera président intérimaire de 50 jours. Ainsi, une élection sera organisée dans ce laps de temps. Et pendant ce temps, le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré ce lundi avoir demandé un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. C'est là pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense d'Israël ainsi que 3 dirigeants du Hamas sont également dans les viseurs de la CPI. Israël, de son côté, continue de dénoncer ce qu'il taxe de déshonneur historique de la Cour pénale internationale. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Coup d'État manqué à Kinshasa. Le gouvernement de la République condamne et rassure l'opinion nationale des mesures prises pour renforcer la sécurité. Et au Nord Kivu, les services de sécurité ont mis la main sur un réseau de kidnappeurs d'enfants. Ils ont été présentés ce lundi au maire de la ville de Goma.
Et le président iranien a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère de son convoi. Ebrahim Raïssi était en compagnie du ministre des Affaires étrangères. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.